Bonjour, aujourd'hui on va reprendre notre leçon consacrée aux chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Et durant cette vidéo, on va voir les chaînes d'abduction et comme exemple la chaîne de Mont. Avant de commencer, on va définir c'est quoi l'abduction. L'abduction, c'est le chevauchement d'une partie de la lithosphère océanique sur le domaine continental, c'est-à-dire la remontée d'une partie de la lithosphère océanique sur la croûte continentale, formant des reliefs montagneux dont la chaîne de Mont constitue l'exemple type de ces chaînes de montagne, c'est-à-dire la chaîne de Mont est le modèle le plus célèbre des chaînes d'abduction dans la littérature scientifique. Avant de commencer, on va poser les questions suivantes. Premièrement, quelles sont les caractéristiques de ces chaînes d'abduction? Et deuxièmement, quelles sont les étapes de formation de ces chaînes de montagne? Avant de commencer, on va déterminer l'emplacement géographique de cette chaîne de montagne. La chaîne de Mont, elle s'appelle en arabe Jibal al-Hajar et se trouve dans deux pays, à savoir l'Émirat arabe uni et la Sultanat d'Oman. La partie qui existe dans l'Émirat arabe uni s'appelle l'Hajar occidental et la partie qui se trouve au nord-est d'Oman s'appelle l'Hajar oriental. La plus haute sommet de cette chaîne de montagnes est le Jabal Akhdar qui s'élève à 3075 mètres. Donc, les monts Hajar en arabe Jibal Hajar sont une importante chaîne montagneuse de la péninsule arabique présente à l'est des Émirats arabes unis, Hajar occidental, et au nord-est du sultanat d'Oman, Hajar oriental. Quelles sont les caractéristiques de cette chaîne de montagnes? Pour découvrir ces caractéristiques, on va agrandir la carte géologique de la région. Cette chaîne de montagnes est le plus grand affleurement des ophiolites dans le monde sur une longueur qui dépasse 500 km. L'ophiolite, ce sont les roches de la lithosphère océanique. Donc, cette lithosphère océanique, ces ophiolites, ils ont une longueur qui dépasse 500 km selon l'échelle de la carte. En plus de cette ophiolite, il y a l'existence de roches sédimentaires ici. Et ici, ces roches qui existent dans cette région qu'on a appelée Hawasna, ces roches-là, ce sont des roches sédimentaires d'origine océanique. La chaîne est constituée de complexes ophiolitiques chevauchants, en plus des roches sédimentaires de la marge continentale de la plaque arabique chevauchée. Sous l'effet de l'érosion, des fenêtres laissent affleurer la croûte continentale au-dessous de la croûte océanique. On a déjà vu dans la partie consacrée aux déformations tectoniques que parfois la partie chevauchante est érodée et laisse apparaître la partie chevauchée par des fenêtres. Donc ici, ce sont les fenêtres qui existent dans l'ophiolite et les sédiments océaniques et qui laissent apparaître la croûte continentale qui se trouve en dessous. En plus de ces roches, cette chaîne présente d'importantes déformations tectoniques liées au déplacement vers l'ouest de la croûte océanique chevauchante. Les déformations tectoniques qu'on rencontre dans cette carte, ce sont les nappes de charriage qui existent dans la région de Hawasna et que ce sont des sédiments océaniques qui remontent la croûte continentale. Il y a d'autres déformations tectoniques qu'on ne peut pas voir dans la carte, mais à partir des images, on peut découvrir ensemble ces déformations tectoniques. Ici, ce sont des plis. Et en plus des plis, on remarque aussi l'existence de failles inverses. Toutes ces déformations, c'est-à-dire les nappes de charriage, les plis et les failles inverses, ce sont des déformations tectoniques dues aux forces compressives. Les autres caractéristiques de cette chaîne de montagne est l'existence de roches sédimentaires d'origine
océaniques qu'on appelle des radiolarites. Ce sont des roches siliceuses qui se forment normalement dans les fonds marins comprises entre 4000 et 5000 mètres de profondeur. Il y a aussi l'existence de certains cratères hydrothermales ou des cratères ou des cheminées hydrothermales qu'on rencontre normalement dans les fonds marins, c'est-à-dire dans les zones proches des dorsales océaniques. On peut voir ces cheminées hydrothermales lors de certaines expéditions réalisées par des sous-marins. Ici, ce sont les cratères ou les cheminées hydrothermales. Les autres caractéristiques et l'existence des roches basaltiques sous forme de lave en coussin ou en des piles ou lava en anglais. Ces laves en coussin, on les rencontre normalement dans les fonds océaniques. Ici, on va voir comment se forment ces piles ou lava. Lors de l'écoulement de la lave basaltique sous la mer, elle se consolide rapidement lors du contact avec l'eau de mer froide, formant ces laves dites laves en coussin. En plus de ces laves en coussin, on trouve aussi une roche qu'on appelle dolérite sous forme de filon. On rencontre aussi l'existence d'une autre roche magmatique qui s'appelle le gabbro. Elle a une structure litée. Et finalement, on trouve une autre roche qu'on appelle la pyridotite. C'est une roche qui constitue le manteau supérieur. Toutes ces roches, on les appelle le complexe ophiolitique. Si on compare les roches qui constituent le complexe ophiolitique avec les roches qui constituent la lithosphère océanique, on remarque que ce sont les mêmes. C'est-à-dire que le complexe ophiolitique, c'est une partie de la croûte océanique qui surmonte la croûte continentale de la chaîne de Oman. Donc, on va résumer les caractéristiques de cette chaîne de montagnes. Premièrement, il y a des caractéristiques pétrographiques, à savoir des vastes affleurements d'un complexe ophiolitique qui dépasse 500 mètres et qui représente la même composition que la lithosphère océanique. Deuxièmement, des sédiments océaniques de grande profondeur qui sont les radiolarites, les sédiments siliceuses, et d'autres caractéristiques structurales et tectoniques, à savoir la présence de plis, présence de failles inverses, présence de nappes de charriage comme la région de Hawasna, et finalement la présence de cheminées hydrothermales ou de cratères hydrothermales qui sont des sources d'eau chaude observées normalement au niveau des dorsales océaniques entre 5000 et 500 mètres de profondeur. Maintenant, quelles sont les étapes de formation de cette chaîne de montagnes? Avant de commencer, avant 200 millions d'années de l'ère actuelle, le continent ou le péninsule arabique, il faisait partie de la plaque africaine. Elle est séparée de la plaque eurasienne par un ancien océan qu'on appelle Titis. Et dans cet océan, il y a des positions de sédiments océaniques qui sont les radiolarites. Et à cause de l'ouverture de la mer Rouge, la plaque arabique s'éloigne de l'Afrique et se sépare de l'Afrique et s'approche de l'Eurasie. Et à cause de ce rapprochement, il y a de fortes forces compressives qui provoquent l'apparition d'une cassure au niveau de
la croûte océanique, c'est-à-dire une faille, suivie d'une subduction intra-océanique, c'est-à-dire subduction de la partie de la lithosphère océanique du côté de Homo sous la partie qui existe du côté eurasien. Donc, entre 200 millions d'années et 100 millions d'années, et dans l'océan Tithys se sont déposés les sédiments radiolariques, sédiments marins, sur les basaltes en coussins. Cette période est caractérisée par l'action des forces compressives, rapprochement de la plaque africaine à la plaque eurasienne à cause de la tectonique des plaques. La plaque océanique subit une grande cassure suivie d'une subduction intra-océanique. Entre 90 et 70 millions d'années, le phénomène de subduction se poursuit et le domaine océanique de l'océan Tithys est réduit progressivement. Lorsque la croûte continentale arrive à la zone de subduction, elle ne peut pas s'enfoncer sous la croûte océanique à cause de sa légèreté, car la densité de la croûte continentale elle est inférieure de celle de la croûte océanique, donc il y aura arrêt de la subduction, on parle de blocage de la subduction. Donc, entre 90 millions d'années à 70 millions d'années, le phénomène de subduction se poursuit et progressivement, le continent dormant s'approche de la zone de subduction et le domaine marin disparaît. Arrivant à la zone de subduction, et de fait de sa faible densité, la lithosphère continentale ne s'enfonce pas sous la lithosphère océanique, ce qui entraîne le blocage de la subduction, c'est-à-dire l'arrêt de la subduction. Et finalement, puisqu'il y a blocage de la subduction, la croûte continentale ne peut pas s'enfoncer sous la croûte océanique. C'est la croûte océanique qui remonte sur la croûte continentale, poussant devant elle les sédiments océaniques, c'est-à-dire les radiolarites. Il y a aussi remontée d'une partie du manteau supérieur, c'est-à-dire les péridotites. Et du fait des forces compressives, il y a l'apparition des failles inverses, l'apparition des plis et la remontée ou le glissement des roches océaniques provoque l'apparition des nappes de charriage. Toutes ces déformations tectoniques sont à l'origine de l'élévation de cette chaîne de montagnes et l'apparition des chaînes d'abduction. De 70 millions d'années à l'ère actuelle, l'effet des forces compressives se poursuit à cause de la tectonique des plaques, poussant la croûte océanique et une partie du manteau à glisser au-dessus de la lithosphère continentale. C'est l'abduction, poussant devant elle les sédiments marins pour de grandes distances pour former les nappes de charriage et les plis et les failles inverses, provoquant l'élévation de cette chaîne de montagnes. Et pour finir, je vous présente un exercice qui concerne les étapes de formation de cette chaîne de montagnes. Ce sont des étapes non ordonnées. Je vous invite à ordonner ces étapes et à répondre dans le commentaire. Et merci de votre attention.